Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 27 ans. Et si je suis encore là aujourd'hui, en train de vous parler, c'est parce que la vie, parfois, décide de vous donner une autre chance, même quand vous ne la demandez pas, même quand vous ne la comprenez pas. Ce matin-là, tout était banal. C'était un lundi, le 13 janvier. Je me souviens de la date parce que c'était l'anniversaire de ma mère. Enfin, elle n'est plus là depuis 5 ans. Mais chaque 13 janvier, je lui parle dans ma tête. Juste quelques mots, un petit bonjour, comme un rituel. Ce matin-là, j'ai pris mon café en silence, dans ma petite cuisine à Lyon. J'ai regardé la photo de maman posée sur le micro-ondes. Elle souriait, comme toujours. J'ai eu un pincement au cœur, mais j'ai souri aussi. J'étais stressée, c'est vrai, parce que je devais prendre l'avion pour aller passer un entretien à Nice. Une ONG cherchait une coordinatrice pour un projet d'aide aux femmes dans des zones rurales. Mon rêve depuis longtemps. Je suis arrivée tôt à l'aéroport. J'ai toujours peur d'être en retard. Il faisait froid. Les vitres de ma voiture étaient givrées. J'ai mis la radio en montant le chauffage et une chanson de Cabrel est passée. C'est idiot, mais j'ai failli pleurer rien qu'en entendant les premières notes. J'étais dans un état étrange, entre l'angoisse et l'excitation, comme si quelque chose d'important allait arriver, mais je ne savais pas encore à quel point. À l'aéroport, j'ai acheté un croissant, j'ai attendu dans la salle d'embarquement. Il y avait du monde. Un enfant pleurait, un couple se disputait à voix basse, une vieille dame parlait toute seule. Moi, j'essayais de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je lisais les mêmes lignes en boucle. J'ai même envoyé un message à mon petit frère. « Si je meurs, sache que je t'aime, idiot. » C'était une blague, bien sûr. Enfin, je crois. L'embarquement a commencé. J'ai rangé mon livre, j'ai présenté ma carte d'embarquement et je suis montée dans l'avion. Un petit appareil, 3 sièges par rangée. J'étais à côté du hublot 8A. Il y avait un monsieur âgé à ma gauche qui sentait un peu le tabac froid. Il m'a salué poliment. Je lui ai rendu son sourire. Le décollage s'est bien passé, rien d'inhabituel. J'ai mis mes écouteurs. J'écoutais une playlist calme, des morceaux de piano. Je regardais les nuages par la fenêtre. Le soleil perçait entre 2 masses grises. C'était beau, en fait. Pendant quelques minutes, j'ai oublié le stress de l'entretien, la fatigue, les doutes. J'étais juste là, suspendue dans l'air. Puis, l'avion a commencé à trembler. D'abord légèrement, rien d'inquiétant. Tout le monde a levé les yeux. L'hôtesse a souri, comme pour nous rassurer. Mais quelques secondes plus tard, une secousse beaucoup plus violente a fait bouger les bagages dans les coffres. Le monsieur à côté de moi s'est accroché à son siège. Moi aussi. Une odeur étrange est apparue, de brûlé, de plastique chaud. Le commandant a parlé. Sa voix était rapide, tendue. Il disait quelque chose comme « Nous rencontrons un incident technique. Nous allons effectuer un déroutement vers… » Je n'ai pas entendu la fin. Le son s'est coupé. Et là, l'avion a plongé, littéralement. J'ai senti mon estomac remonter dans ma poitrine. Des cris, des prières, des enfants qui pleuraient. J'ai attrapé les accoudoirs de toutes mes forces. J'ai fermé les yeux. Et tout s'est arrêté. Quand j'ai repris conscience, j'ai cru que j'étais morte. Vraiment. Il n'y avait plus aucun son,
plus aucune lumière, juste un froid glacial et une douleur vive dans ma jambe. Je ne voyais presque rien. J'ai tenté de bouger. Quelque chose me bloquait. Une valise, un siège, je ne savais pas. Mon front saignait, mes mains tremblaient. J'ai crié, pas très fort au début, puis plus fort, mais personne n'a répondu. J'ai réussi à me dégager, lentement, en hurlant de douleur. J'ai rampé à travers les débris, j'ai vu des corps, des visages que j'avais aperçus à l'aéroport. Ils ne bougeaient pas, le monsieur à côté de moi non plus. Je n'ai pas osé le toucher, j'ai juste chuchoté « Je suis désolée » et j'ai continué à avancer. Dehors, la neige tombait. Partout, une forêt. Pas de route, pas de lumière, pas de bruit. Rien. Le silence de la mort. Le silence le plus lourd que j'ai jamais entendu. J'ai marché, boité, rampé parfois. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais pas rester là. Je pensais que si je m'arrêtais, je ne me relèverais pas. Alors j'ai marché. Je pensais à ma mère, à son rire, à ses mains chaudes. Je pensais à mon frère, à nos disputes, à son pull orange qu'il portait toujours. Je me suis mise à lui parler, comme s'il pouvait m'entendre, comme s'il était là. À un moment, j'ai glissé sur une plaque d'e-glace. Je suis tombée. J'ai hurlé, de douleur, de rage, de peur. Je suis restée allongée là, à regarder le ciel. Il neigeait encore. Les flocons tombaient doucement sur mon visage. J'ai cru que c'était la fin. J'ai fermé les yeux. Mais une pensée m'a traversée. Si je meurs là, personne ne saura ce qui s'est passé. Mon frère ne saura jamais que j'ai survécu quelques heures après le crash. Il pensera que je suis morte avec les autres. Et cette pensée m'a donné la force de me relever. J'ai marché encore. Je ne sais pas pendant combien de temps. Peut-être 1 heure, peut-être 5. Je n'avais plus de notion du temps. Mes doigts étaient bleus. Je ne sentais plus mes pieds. Et puis, j'ai vu une lumière, loin, très loin, une toute petite lumière jaune qui tremblait dans l'obscurité. J'ai cru que je devenais folle, mais elle était là, réelle. Je marchais dans sa direction. Chaque pas me coûtait. Je n'avais plus de force, mais je ne pensais qu'à ça, atteindre cette lumière. C'était une cabane, perdue au milieu de la forêt, une vieille cabane en bois, un peu de travers, mais avec une cheminée qui fumait doucement. Je me suis approchée. J'ai frappé, 1 fois, 2 fois, et la porte s'est ouverte. Un homme, la cinquantaine, barbe blanche, bonnet de laine. Il m'a regardée pétrifiée. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait. Je me suis effondrée. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée près d'un feu. Il faisait chaud, une odeur de soupe flottait dans l'air. L'homme me regardait, assis à côté, inquiet. Il m'a dit doucement « Vous êtes en sécurité maintenant. Tout va bien. » J'ai fondu en larmes. Il s'appelait Jean-Pierre. Il vivait là pendant l'hiver pour garder les chèvres de son frère. Il avait un vieux téléphone satellite. Il a appelé les secours. L'hélicoptère est arrivé le lendemain matin. Je me souviens du bruit des pales. Des hommes en combinaison orange qui m'ont soulevée, doucement, comme si j'étais faite de verre. À l'hôpital, j'ai passé des heures entre la vie et la mort.
3 opérations, 2 semaines sous surveillance. J'avais des engelures graves, une fracture du fémur, une côte cassée. Mais j'étais en vie. Et puis, j'ai appris. J'étais la seule survivante, le seul corps vivant retrouvé. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi pas ce père de famille, ce bébé, cette hôtesse si gentille? J'ai culpabilisé. J'ai fait de cauchemars. Je me réveillais en sueur. Je n'osais pas reprendre l'avion. Je n'osais pas marcher seule dans un bois. Mais peu à peu, j'ai compris. Survivre, ce n'est pas juste avoir de la chance. C'est aussi choisir de vivre, d'honorer ceux qui n'ont pas pu s'en sortir, de faire quelque chose de cette vie qu'on vous a laissée. Alors, j'ai changé. Je dis aux gens que je les aime, je ne remets plus à demain. Je prends le temps, je ris, je pleure, je regarde le ciel et je remercie la vie. Je suis retournée voir Jean-Pierre. On est devenus amis. Il dit toujours que j'ai un cœur de feu dans un corps fragile. Et aujourd'hui, je raconte mon histoire, parce qu'elle ne m'appartient plus, parce qu'elle peut peut-être rappeler à quelqu'un quelque part que chaque seconde compte, et que parfois, il faut tomber du ciel pour apprendre à vivre.